Ok, alors avant de commencer l'épisode, je te propose de profiter de ce moment à m'écouter pour faire quelque chose dont tu seras fier après coup. Si tu m'écoutes depuis chez toi, fais du rangement. Le but, c'est qu'une fois que j'aurai fini de te parler, tu puisses te dire que t'as fait un pas dans la bonne direction. Je m'appelle Elio, et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast que je produis pour partager mes expériences, répondre à tes messages, et surtout te donner envie de tout péter. Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce deuxième épisode, ou alors le premier, vu que le premier c'était l'épisode 0, c'était surtout une introduction, histoire de poser les bases et que tu saches dans les grandes lignes ce que je comptais faire avec ce podcast. Je t'ai notamment parlé de cette adresse email, elioavilamunoz@gmail.com, à laquelle tu peux m'envoyer des questions, à laquelle tu peux réagir à ce que je dis, histoire qu'on rentre, toi et moi, dans une espèce d'interaction. Enfin, je me dis que ça peut être assez cool. Quoi qu'il en soit, cet épisode numéro 1, du coup, je l'enregistre avant d'avoir sorti l'épisode 0, donc aujourd'hui, je ne répondrai à aucun email que tu aurais peut-être pu m'envoyer suite à la sortie de l'épisode 0. Bref, aujourd'hui, il va surtout être question de me présenter, de t'expliquer à peu près, enfin dans les grandes lignes, qui je suis, d'où je viens, où je vais, ou plutôt en fait surtout d'où je viens, parce que avant d'allumer mon micro, je me suis demandé à partir de quand est-ce que je commençais à te raconter mes origines, le commencement de Elio, tu vois, et je me suis dit que j'allais commencer depuis le tout début. Alors, ok, d'un point de vue dev perso, c'est un peu claqué au sol parce que voilà, je vais pas pouvoir te partager des trucs monstres profonds de ma petite enfance, tu vois, mais je me dis que d'un point de vue storytelling, ça peut être intéressant, et surtout pour ceux qui me suivent sur mon Instagram et mon YouTube, donc Elio Avila Munoz, sur lequel je fais du contenu sport, psycho, développement perso et tout, t'as vu, je me dis que pour eux, ça peut peut-être être intéressant. Ils seraient peut-être intéressés à avoir 2-3 infos. Donc voilà, si t'es là pour pur développement perso, passe à l'épisode suivant. Et si t'es là pour juste pour kiffer pendant que tu es en train de ranger ta chambre ou de faire un truc cool pour toi. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais si tu es en train de marcher dans la rue, par exemple, tu vois, tiens-toi droit, redresse-toi. Tu sais que les gens dans la rue, ou même les gens de manière générale avec lesquels tu vas interagir, si tu te tiens droit, ils vont plus te prendre au sérieux parce que tu vas adopter la posture de quelqu'un qui a de la valeur. Tu vas adopter la posture de quelqu'un qui... Regarde, quand on perd, on fait quoi ? On affaisse nos épaules, enfin on dit comme ça, affaisser les épaules, bref, nos épaules, elles partent vers l'avant, on replie, on courbe le dos, on baisse la tête. Ça, c'est la posture de quelqu'un qui perd. Pourquoi ? Parce que t'es protégé quand tu te mets comme ça. En gros, tu montres ton dos aux gens et en gros, ton dos, il te protège. Tes organes vitaux qui sont à l'avant de ton corps, ils sont protégés grâce à cette position. Alors que se tenir droit, c'est une position dans laquelle tu es vulnérable parce que tu montres tous tes organes, bref, tu montres tous tes organes au monde et du coup, tu es vulnérable quand tu l'es. Donc une personne qui se tient droit, c'est une personne qui a confiance en elle parce qu'elle a pas peur d'avancer comme ça dans la vie, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu marches dans la rue pendant que tu m'écoutes, tiens-toi droit, c'est stylé, les gens te prennent plus au sérieux quand tu le fais, et c'est une bonne habitude à prendre. Donc voilà, quitte à faire un truc pendant que tu m'écoutes, te raconter mes petites histoires, vas-y, fais ça, ok. Bref, c'est très bizarre. Ok, alors je m'appelle du coup Elio. Commençons au commencement. Le 3 septembre 1993, je suis né à l'hôpital de Fribourg. Je sais plus le nom de l'hôpital. Fribourg, c'est une ville en Suisse, et ça, t'as pu t'en douter, vu que t'as entendu le 93, qui est le fameux 93 de nous, les Suisses. Parce que oui, je suis suisse, ma mère est franco-suisse, mais elle a toujours vécu en Suisse, si je me trompe pas. Mon père est péruvien, il est venu en Europe à l'âge de 26 ans, je pense que je l'inviterai sur le podcast, tout comme ma mère, s'ils acceptent. Mes parents, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des discussions avec eux, mais ça viendra bien plus tard, parce que pour l'instant, on est un petit peu en Covid, tu vois, je suis en train de m'enregistrer depuis Barcelone, et puis c'est un peu compliqué de les faire venir ici, et je pense qu'ils auraient un peu envie que ce podcast se lance un peu plus avant de venir participer aux épisodes. Bref, dans tous les cas, je ne raconterai pas l'histoire de mes parents, je vais aller dans les très très grandes lignes. En gros, ils se sont rencontrés parce qu'ils ont fait une coloc ensemble. Enfin, mon père a répondu à une annonce qu'il a vue quelque part, tu vois, enfin genre dans les journaux, un truc dans le genre, parce que ma mère et une amie à elle cherchaient un coloc. Je crois qu'ils étaient 2-3 déjà dans une coloc, ils cherchaient un colocataire de plus. Mon père est arrivé, il a dit Buenos dias, no hablo francés, parce qu'il parlait pas bien français, tu vois, et ils ont commencé à devenir potes un peu, et puis avec ma mère ils sont tombés amoureux. Ensuite moi je suis né, tu vois, j'étais le bébé, j'ai pop comme ça, et pas longtemps après ils se sont mariés. Ensuite mon père a eu son diplôme, ma mère aussi. Mon père a trouvé du travail dans une autre ville en Suisse, Genève, du coup, un peu plus connue peut-être pour vous, et donc mon père est parti vivre à Genève pendant que ma mère est restée à Fribourg. Je crois qu'elle avait du travail à Fribourg en fait, et moi je me souviens du coup qu'à cette époque-là, j'habitais un petit peu avec ma mère. Ensuite j'allais rendre un peu visite le week-end, j'allais rendre visite à mon père dans son minuscule studio à Genève. C'était un truc genre du 7 mètres carrés, c'était ridiculement petit. On avait un matelas dans la cuisine qui servait de tout, chambre, cuisine, enfin bref, c'était minuscule, c'était à Carouge, je me souviens. Et un peu plus tard, du coup, on a tous déménagé à Genève, du coup, parce que mon papa a trouvé un meilleur travail, je crois.
ça s'est passé comme ça. Enfin, j'étais très jeune, hein, tu vois, donc c'est un peu flou dans mes souvenirs. Donc je quitte Fribourg, ville dans laquelle j'avais passé ma crèche, tu vois, j'avais fait la crèche un peu avec les petits. J'ai pas vraiment de souvenir de la crèche, hein. Je me souviens que j'avais une pote qui s'appelait Charlotte, et on était souvent sur le pot ensemble, et puis on disait Inno, je crois, un truc genre, tiens, on communiquait comme ça. J'avais une amoureuse aussi qui s'appelait Amanda. Enfin, je sais pas si c'était mon amoureuse, enfin bref, je sais pas trop, c'était pas très clair, je sais pas si on était friendzone ou je sais pas quoi. Amanda, ouais, c'était une fille de mon quartier, tu vois. Là, je suis en train de te raconter ça, j'avais vraiment 3 ans en live, hein, genre, place-toi les trucs dans le contexte. 3-4 ans, mais j'ai des souvenirs avec Amanda, j'ai des souvenirs aussi avec une fille qui s'appelait Sarah. Sarah, une fois, elle avait eu un accident hyper grave, je me souviens, elle avait mis sa tête. C'est horrible, c'est vraiment horrible à part ça maintenant que j'y repense. Elle avait mis sa tête, genre, dans une. Tu sais, ces grosses portes de bunker, d'abri anti-atomique, ces portes bétonnées en béton blindé, là, qui sont hyper épaisses, et que pour les fermer, genre, tu dois vraiment appuyer. Voilà. Elle avait mis sa tête, genre, juste dans le trou, donc entre la porte et le mur, mais pas du côté. C'est dur à expliquer. Bref, en gros, il y a quelqu'un, c'était pas moi, promis, mais il y a quelqu'un qui a, genre, fermé la porte, ou donc qui a ouvert la porte, en fait, pendant qu'elle avait mis sa tête dans le truc, et du coup, ça lui a écrasé la tête. En fait, elle avait pas mis. Elle est pas morte, hein, elle va très bien. Mais je me souviens ensuite que pendant un moment, elle avait genre un espèce de plâtre sur la tête. Enfin, voilà. Ambiance. Ouais, et puis du coup, je me souviens, Sarah, elle m'avait dit une fois, fais gaffe, tu vois, parce qu'il y avait une grosse araignée. Et c'est la première fois que j'avais entendu le mot gaffe. Je me souviens une fois qu'il y avait aussi, putain, il y avait plein de petites aventures comme ça. Une fois, j'avais été faire caca avec. C'était pas avec. Je crois que c'était avec Charlotte, du coup, avec ma pote de la crèche. On a été faire caca, genre dans une petite forêt et tout, je sais pas quoi, on s'était essuyé avec des feuilles et tout. Et mon père, il nous avait cramé parce que. Ah oui, parce qu'en fait, c'était un pote à mon père qui nous avait vu faire ça, mais on avait genre 3-4 ans. Il nous avait vu faire ça, il avait été poucave à mon père, putain, espèce de poucave. En plus, voilà, genre, c'est Marco, voilà, je le dis. Donc, Marco, si t'entends ce podcast, c'était vraiment qu'une balance. Il a été dire à mon père que j'avais chié avec Charlotte sur les cailloux qui étaient genre entre une forêt, enfin bref. Et du coup, mon père, il nous avait amené et on avait dû nettoyer. Voilà, c'était génial. Sinon, pas trop de souvenirs, hein. Je me suis fait fracasser la tête aussi quand j'étais petit. Ça, c'était un peu plus tard, du coup, je devais avoir peut-être 5-6 ans. Toujours à Fribourg, hein, du coup, je suis en train de te raconter des petites anecdotes avant mon déménagement sur Genève. Je devais avoir 5-6 ans, il y avait un garçon dans mon école qui s'appelait, donc c'était l'école maternelle. Putain, cette école maternelle, c'était un truc de fou. En gros, mes parents ont passé beaucoup de temps avec moi quand j'étais petit parce qu'ils étaient étudiants, ils m'amenaient souvent à l'université. Je passais du temps avec les potes à eux, tu vois, genre... Souvent, je rencontre des gens qui étaient étudiants avec mes parents, tu vois, c'est des potes à mes parents, et puis du coup, je les rencontre, et puis ils disent, ah putain, mais tu sais, genre quand t'étais petit, t'avais genre 1 an, on s'occupait de toi quand tes parents ils étaient en cours et tout. C'est des gens que je connais pas, tu vois, mais en gros, mes parents en live, ils me donnaient à des gens, et ils me disaient, tenez, enfin, des potes à eux, tu vois, ils disaient, occupez-vous de lui. Ça me fait marrer de me dire que ces gens qui s'occupaient de moi quand j'étais petit, ben, ils étaient plus jeunes que moi maintenant, en fait. Donc, ouais, par exemple, il y en a un qui m'a sorti l'anecdote en mode, genre, ils m'ont amené au McDo parce que je pleurais, ils savaient pas quoi me faire, et j'avais genre 2 ans, et ils m'ont acheté un McDo, tu vois, genre, voilà, bref. Tout ça pour dire que j'ai passé quand même relativement pas mal de temps avec plein de gens, entouré avec des gens, avec mes parents. Ma mère m'a appris à lire et à écrire quand j'étais très jeune. Mon père a passé beaucoup de temps à jouer avec moi, on construisait des jeux en fait. On a construit un théâtre, genre on a construit un théâtre et puis on faisait des pièces de théâtre, c'était ouf. Non, vraiment, j'ai un souvenir d'une très jolie enfance. En plus, c'est là que ma petite sœur est née, donc Eva, ma sœur cadette, du coup, elle est née, c'était de la folie. Je me souviens le jour où elle est née, c'était trop beau. En gros, mon père, il est venu me chercher, il était tellement excité. Il est venu me chercher à l'école, à ma crèche, tu vois, j'avais 5-6 ans, enfin, c'était plus la crèche du coup, à l'école maternelle. Il est venu me chercher et puis il m'a dit ouais, c'est aujourd'hui que... Enfin bref, et du coup on est vite rentré à la maison. Je me souviens, je sais plus ce qu'il allait chercher à la maison, mais du coup on est passé à la maison avant d'aller à l'hôpital. Et là on est allé à l'hôpital et puis pour la première fois j'ai vu ma petite sœur et j'ai un peu des larmes aux yeux là qui me viennent parce que c'était trop beau quoi. Genre, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez des frères et sœurs, si vous vous souvenez du jour où ils sont nés. En tout cas le jour de naissance de ma petite sœur, c'était trop beau, c'était trop stylé. Et ensuite, je me souviens que toujours à Fribourg, je passais beaucoup de temps avec elle. Je jouais tout le temps avec elle. Bref, c'était trop bien. Elle était trop marrante.
Ouais, puis du coup, voilà, j'ai gentiment fait mes premières années à l'école maternelle là-bas, donc j'avais de la facilité à l'école parce que ma mère m'avait déjà appris à lire et à écrire. Donc je me souviens que quand on apprenait à écrire nos prénoms, moi, j'étais là en mode, les gars, genre c'est bon, moi je sais déjà faire des dissertes. Non, pas du tout, enfin bref. Tu vois un peu l'idée, genre j'étais déjà un petit peu en avance à ce niveau-là. Et euh, ce qui s'est passé, ah oui, je me souviens, j'ai un peu de trois souvenirs, tu vois, avec des potes de l'époque. Je me souviens d'un certain Marco, d'un certain Ivan, il s'appelait, il me semble. Putain, j'espère que c'est ça. Mais ouais, une fois je lui avais dit que j'étais amoureux d'Özlem, c'était une fille dans notre classe, elle était trop belle, elle était turque, elle s'appelait Özlem, c'est pour ça que c'est un prénom un peu... Voilà, peut-être vous connaissez pas ce genre de prénom. Mais ouais, je lui ai dit que j'étais amoureux d'Özlem parce qu'il me disait vas-y, dites qu'il t'es amoureux. Et puis je lui ai dit vas-y, tu sais quoi, je suis amoureux d'Özlem. Et puis il a commencé à hurler dans toute la cour. Il a commencé à courir, à dire ah, lui, il est amoureux d'Özlem. Et moi, ça m'a mis la haine, tu vois. J'avais le démon quand il m'a dit ça. Donc je lui courais après, évidemment, ça attire encore plus l'attention. Donc mauvaise stratégie de ma part. Si un jour, un pote à vous, il court dans la rue en disant de qui vous êtes amoureux, petit conseil développement perso, histoire d'en faire quand même un petit peu dans cet épisode-là, surtout ne lui courez pas après. Hein. Laissez-le juste courir comme un mongol. Voilà. Remercie-moi plus tard pour le bon conseil. Donc voilà, il a fait ça. Il y avait qui d'autre? Ah, il y avait un mec qui s'appelait Bao. Il était chinois, il parlait pas français. Et putain, Bao, genre si tu m'écoutes, ça m'étonnerait beaucoup. Mais je te kiffais bien, mec. On communiquait pas, mais t'étais un bon gars, je pouvais le sentir. Ah, je te jure, et je kiffais trop ton prénom parce que, et ça c'est un truc qui était marrant, c'est qu'on essayait tous, on comparait tous nos prénoms, parce qu'on devait tous écrire nos prénoms, tu vois, et Bao, son prénom, il s'écrivait en deux spi, tu vois, genre le mec, il était trop dans le turfu, alors que Tuyan Tan, putain, Tuyan Tan, il venait du Sri Lanka, il avait un rire, il était trop marrant. Tuyan Tan, il se marrait tout le temps, et son rire, il était, tu sais, il avait un peu un rire de fumeur, comme s'il fumait genre 3 paquets de clopes par jour, c'est vrai qu'il avait un peu la voix cassée comme ça, et je me souviens, Tuyan Tan, par contre, toi, tu galères à écrire ton prénom, c'était chaud, et Anne-Laure aussi, et en fait, c'était un peu la compétition, on se demandait si Anne-Laure ou Tuyan Tan, qui avait le prénom le plus long, sachant que Anne-Laure, il y avait un tiret. Et je me souviens, c'était vraiment les débats. Putain, en vrai, j'ai plus de souvenirs que ce que je pensais. Et du coup, je vais te raconter du coup ma première baston qui a eu lieu dans cette même école. J'ai plus le nom de l'école, mais du coup, c'était une école maternelle, quoi, ou un truc que tu fais juste après la crèche, quoi, quand t'as vers 4, 5 ans, 6 ans peut-être. Du coup, ma première baston, c'était... En fait, je me suis juste fait fracasser le crâne par un mec qui s'appelait... Je suis pas certain du prénom, je veux pas balancer, mais je crois que c'était Nelson. Nelson, est-ce que c'est toi qui m'as ouvert le crâne? En gros, Nelson, c'était un mec qui était plus grand que tout le monde. Et je crois, en tout cas, c'est ce qui... Je sais même plus si ça se disait, je sais même plus si c'est les profs qui nous l'ont dit, je sais même plus si c'est trop flou à ce niveau-là, je serais incapable de vous le dire. Mais apparemment, il avait genre doublé une classe ou un truc dans le genre. Et en gros, il nous faisait peur. Parce que il avait souvent des accès de colère, tu vois, mais on parle d'un enfant, hein, on parle d'un enfant de 5-6 ans. Mais... qui par moment, en fait, il pétait une durite, il ouvrait grand les yeux, et tu pouvais le remarquer qu'il allait devenir fou, parce qu'en fait, il ouvrait ses yeux hyper grands, et il se mettait à respirer très fort par le nez, en ouvrant la bouche, et en faisant passer sa mâchoire inférieure vers l'avant. En gros, il poussait ses dents du bas vers l'avant, et il les sortait comme ça, donc il te montrait ses dents du bas, il respirait très fort par le nez, et il ouvrait grand ses yeux, et quand il faisait ça, tu savais qu'il allait te péta, en gros, voilà, c'était ça. Et un jour, j'ai décidé que Nelson, j'allais lui... c'est peut-être même pas son prénom, bref, un jour j'ai décidé que, voilà, c'était assez, quoi, genre, c'était fini, c'était la fin du tyran, donc il neigeait, et je me souviens que j'avais pris, je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, genre, aujourd'hui je lui règle son compte, donc j'ai pris une boule de neige, que j'ai tassé le plus fort possible dans mes petites mains, je me suis rapproché de dos, évidemment, hein, courage oblige, je me suis rapproché de dos de lui, enfin de son dos du coup, et j'ai rassemblé toutes mes forces et j'ai propulsé cette boule de neige, mais avec la plus grande des violences dont j'étais capable, dans sa nuque, en fait. Donc je lui lance ça, je fais quelques pas en arrière, le mec, tu vois, genre il fait un peu la position que tu fais quand tu te prends de la neige dans la nuque, c'est-à-dire qu'il relève ses épaules vers sa nuque comme ça, il fait enfin il a pas fait ce bruit là, tu vois, genre, il a fait un truc comme ça. Il s'est retourné, il m'a vu, et quand il a commencé à me regarder, il a commencé à faire les yeux. Ses yeux, ils ont commencé à grandir. Et là, je dis, putain, ok, genre, il va juste m'égorger. Donc, je me suis dit, vas-y, je cours, et je fuis pour ma vie. Donc, je commence à courir, et à un moment donné, je regarde derrière moi, et je vois qu'il est vraiment en train de me courir après, et que, voilà, je vois une espèce de taureau qui se rapproche dangereusement. Il était plus grand, il courait plus vite, et là, je me dis, ok, Elio, et là, c'est dingue, parce que c'est pas la première fois que je raconte cette histoire, mais je réalise que c'est fou qu'à cet âge-là, je devais avoir maximum 5 ans, 6 ans peut-être, mais j'ai déjà été capable de faire preuve de cette stratégie. Comme quoi les enfants, c'est pas forcément stupide. Mais en gros, ce que je me suis dit, c'était que le mec, dans sa tête, on était en train de jouer au jeu de on se détruit, en fait, on se fout sur la gueule. Alors que
Je lui avais jeté une boule de neige, ok, j'avoue, je vais pas faire le mec, bref, je restais un minimum de bonne foi. Ma boule de neige, c'était pas du jeu. Genre, je voulais pas, jouer à jeter de la neige avec lui autrement. Enfin, c'est pas comme ça que tu le fais. Quand tu veux commencer une bataille de boules de neige avec quelqu'un, tu lui envoies pas une boule de neige dans la nuque. Enfin, c'était pas trop con, c'est pas comme ça que tu fais. Mais, lui, il voulait jouer au jeu de on se tue, tu vois. Et moi, je me dis, mec, faut qu'on change de jeu, en fait. Et si je cours, en fait, je confirme que je suis en train de lui confirmer, en fait, que voilà, on est en train de jouer au même jeu, genre le jeu de tu me poursuis et quand tu m'attrapes, tu m'égorges. Et du coup, ce que je me suis dit à cet âge-là, c'est que j'allais m'arrêter, refaire une boule de neige et lui relancer dessus, histoire qu'ils se disent que peut-être qu'on n'est pas en train de jouer au jeu de on s'écorche, tu vois ce que je veux dire. Donc je me suis arrêté, j'avais un espèce de muret en face de moi à côté duquel il y avait une poubelle et j'ai commencé à rassembler de la neige et le mec est vraiment arrivé, il m'a chopé par les veuches et il m'a tapé 2 fois la tête contre le mur en fait. Et en gros ça m'a juste ouvert le crâne, c'était genre ça pissait le sang comme pas possible. Du coup j'ai pas perdu connaissance, j'étais obligé je me suis relevé et je me souviens que j'étais obligé de pencher la tête vers l'avant pour que le sang goûte à partir de mon nez et de mon front et pas qu'il me rentre dans les yeux et trop dans la bouche. Et du coup, je regardais un peu le sol en levant les yeux un maximum pour voir où est-ce que je me dirigeais. Et en fait, j'ai juste taché la neige de la cour d'école, genre avec du sang, ça pissait le sang, c'était violent, il y avait vraiment beaucoup de sang. J'arrive jusqu'à la salle des maîtres, là, elles étaient un peu affolées, les profs, puis elles m'ont dit vas-y, on t'amène, je sais pas où. Et puis bref, elles m'ont amené en gros dans une clinique qui était genre vraiment à 50 mètres de l'école. Et là-bas, je sais pas si c'est parce qu'ils avaient pas de matériel pour faire une anesthésie locale de la tête, ou alors si c'est parce qu'une anesthésie générale, ou alors... Enfin, si c'est parce qu'ils n'avaient pas de matériel pour une anesthésie générale, si c'est parce qu'une anesthésie locale de la tête, ça ne fonctionne, ça n'existe pas, si c'est parce qu'ils pouvaient pas faire à cause de mon âge, ou j'en sais rien, mais en gros, ils ont pas pu m'anesthésier, ils m'ont juste attaché à la table, et puis ils m'ont juste recousu en live, voilà. Et ça faisait très mal, je hurlais, et bref, genre, je m'arrête là, parce que... Ouais, bref, c'était pas un très très bon souvenir. Et voilà, du coup c'était ma tendre enfance ça à Fribourg. Je vous passe d'autres petites histoires, il s'est passé un peu 2-3 trucs marrants. Ouais, genre j'ai fait une fugue une fois, genre avec... je crois que c'était avec Amanda, on s'était juste échappé, on s'était barré, on avait traversé toute la ville parce que... Je sais pas pourquoi en fait on a fait ça, mais voilà, on a une petite coup de folie avec Amanda, on s'est dit vas-y, tu sais quoi, on va explorer la ville. Et voilà, 3 ans, ça c'était encore plus tôt, hein, quand on était vraiment très jeunes, on s'est barré, et on avait vraiment fait peur à nos parents qui avaient appelé la police et tout, et puis voilà. Par la suite, du coup, comme mon papa, du coup, pour remettre les choses dans leur contexte, hein, à cette époque-là, mes parents étaient étudiants, ensuite mon père a trouvé le travail à Genève, il est parti à Genève, là je faisais un peu des allers-retours entre Genève et Fribourg, et ensuite, ensuite on a tous emménagé à Genève, donc on est tous partis à Genève, donc moi, mon père, ma mère et ma petite sœur Eva, et on s'est posé dans un immeuble à Mérin, c'était super beau, j'adorais le quartier, c'était cool, j'habitais de nouveau dans un quartier, donc c'était de nouveau des tours, tu vois, et c'était trop cool, parce que, en fait, j'avais des potes partout. Enfin, j'avais des potes, j'avais beaucoup d'ennemis aussi. Hein, je me bagarrais beaucoup à cette époque-là. C'était très spécial un peu comme ambiance. Un peu, on était dans l'ambiance hip-hop et tout, je sais pas quoi. On se fout sur la gueule, on jouait à la bagarre. Dis-toi, c'était un peu ça le délire. Genre, quand par exemple, on allait à l'école, il y avait des sorties patinoires. Bon, on allait à la patinoire, on retrouvait des classes d'autres écoles qui étaient plus de l'école de Champfréchet, mais c'était des écoles des écoles du Lignon par exemple ou des trucs comme ça, et en gros quand on les retrouvait ces gens des écoles, on devait se battre avec eux en fait, c'était un peu la règle. Bref, c'était une ambiance un peu différente et où je me souviens, je me bagarrais pas mal, beaucoup de violence quand j'avais cet âge-là. Du coup, j'ai vraiment dû faire des crises cardiaques à ma mère, genre souvent. Genre c'est à cette époque-là aussi où j'ai quasiment perdu la vue d'un de mes yeux parce qu'en fait je faisais un peu du parcours en fait, tu vois, j'ai fait une chute, je suis tombé. Bref, j'ai fait une grosse chute de genre 3-4 mètres et je suis tombé genre... Enfin non, j'exagère de ouf. Genre 2-3 mètres. Et je suis tombé genre sur l'œil. Et voilà, en gros, genre j'ai juste mon œil qui a gonflé, un truc de fou. Et j'ai fait quoi, genre 2-3 semaines à l'hôpital, perdu connaissance complète, hein, donc ça m'a pas fait mal. Mais ensuite, voilà, j'ai perdu la vue de l'œil. Maintenant, je crois que je vois quelque chose comme 20%, un truc comme ça. Et un de mes projets d'ailleurs, alors ça, je l'ai pas dit sur YouTube, mais l'argent que je suis en train de générer sur... une partie des revenus que je suis en train de générer grâce à mon entreprise sur YouTube, ça va sur un petit compte en banque pour
faire un voyage en Thaïlande, aller voir les meilleurs chirurgiens d'œil à Bangkok et me racheter un nouvel œil, quoi. Parce que jusqu'ici, les médecins, ils m'ont dit que c'était impossible, que genre, je récupérerais jamais la vue de cet œil-là. Mais je suis sûr qu'ils savent pas. En vrai, je suis sûr qu'il y a des technologies. En même temps, j'ai vu ça quand j'avais la chute. Je pense que je l'ai faite à 7-8 ans. Donc entre-temps, à mon avis, déjà, genre, la médecine a évolué. C'était il y a 20 ans, si tu y penses, putain. Donc entre-temps, ça a dû évoluer. Et surtout, si tu vas genre, dans des zones sombres, genre à Bangkok, t'as forcément des médecins qui sont juste dans le futur. Donc bref, il y aura moyen de trouver un truc, je pense. Et je pense qu'une vidéo YouTube là-dessus, ce sera assez cool. Dans tous les cas, je fais mon enfance. Du coup, je grandis à Meyrin. C'est là que je passe entre mes peut-être 6-7 ans jusqu'à mes 10-11 ans, un truc comme ça. C'était super, donc très belle période. Je fais beaucoup de bêtises, genre vraiment les 400 coups. Peut-être que je vous balance 2-3 anecdotes et je m'arrêterai ensuite là, histoire que mon troisième déménagement, là où je suis parti, ensuite j'ai déménagé encore une fois, quand j'ai eu genre 10 ans du coup, et je suis parti dans une zone résidentielle. En fait, j'ai quitté la banlieue genevoise pour aller vraiment vivre dans une villa, en fait, parce que, et ça c'est un truc qui est assez ouf, c'est que mes parents, quand je suis né, tu vois, genre ils étaient vraiment, c'était un peu la dèche, tu vois, genre c'était des étudiants, et en fait, plus le temps passait, plus eux ils ont mis un peu de l'argent de côté, on a emménagé genre de petit appart à Fribourg à appartement un petit peu plus grand à Genève, où on a eu ma première petite sœur. Ensuite ils ont encore économisé un petit peu et boum, on a eu une maison. Donc moi j'ai vraiment eu en fait l'impression que dans la vie tu upgrades, tu vois, genre le but de la vie c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ta situation elle doit être améliorée. Et je sais pas si c'est quelque chose qui a joué un petit peu dans l'état d'esprit que j'ai aujourd'hui, mais peut-être, en tout cas d'une manière ou d'une autre, ça doit être ça. Donc voilà, à Meyrin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc événement fort, je me souviens, il y a eu le 11 septembre 2001, voilà, ça je me souviens, genre toutes les chaînes de télé, elles montraient les tours qui étaient en flammes. On allait chercher, ah putain mec, j'avais oublié ça, désolé Elena, on allait chercher ma sœur, mon autre sœur, qui s'appelle Elena, on allait la chercher au Pérou, à Cusco. En fait, mes parents ont adopté une petite fille de Cusco, qui avait 1 an, et on a fait un voyage au Pérou, putain, trop stylé, pour aller chercher ma sœur. Malade, tu vois, genre juste chercher ta sœur. Et on allait à l'orphelinat, je me souviens, on passait du temps avec elle, et c'est ouf, parce que dès que... En fait, c'est comme si elle savait, genre... Enfin, regarde, c'est un bébé, il a 1 an, il t'a jamais vu, ok? Il avait jamais vu mes parents. On arrive à l'orphelinat, et je te jure que dès le début, Elena, elle a capté qu'on était là pour elle. Et elle était tout le temps dans les bras justement de ma mère, de mon père. Je crois qu'on a passé genre 1 semaine à Cusco, un truc comme ça. On allait leur rendre visite une première fois. Et la deuxième fois qu'on est allé, c'est là où on est reparti avec elle. Mais la deuxième fois, elle était genre dans les bras de ma mère. Et je me souviens que quand d'autres orphelins, ils venaient parce qu'ils voulaient aussi des câlins, tu vois, ces petits-enfants, ils venaient pour voir un peu ma mère, tu vois. Genre, elle les chassait. Genre, elle était là en mode, genre, hé les gars, c'est ma daronne. Genre, dégagez de là. Et genre, c'est ouf, parce qu'un enfant de 1 an, déjà, s'il est à l'aise quand toi, alors que tu le connais pas, tu vois, tu tiens un enfant de 1 an dans tes bras, si tu l'as jamais vu et que le gosse est à l'aise, c'est rare. C'est très rare des enfants qui sont à l'aise avec des... Enfin, très rare, j'en sais rien. Mais en tout cas, avec moi, c'est assez rare. Mais là, pour te dire, genre, elle était à l'aise et surtout, elle défendait son territoire, entre guillemets, elle défendait ma mère. C'est fou, c'est genre juste complètement fou. Bref, du coup, le deuxième jour, du coup, on est reparti avec Elena. On était à Cusco, du coup, au Pérou, hein, toujours. Cusco, c'est une ville à 3000 et quelques mètres d'altitude au Pérou. On est allé dans une place de jeu, il y avait un toboggan multicolore. Je me souviens, j'ai descendu le toboggan avec Elena entre mes jambes. Donc, j'ai pris ma nouvelle sœur comme ça, bam, je l'ai mise entre mes jambes. On a descendu l'immense toboggan ensemble. Ensuite, on a Lima, on l'a présenté au reste de la famille. Tous les gens de la famille de mon père, qui est une très très grande famille, ils voyaient ma nouvelle sœur, c'était là, oh mais c'est Elena et tout, genre vraiment trop stylé. On lui a fait faire des bains et tout, et genre c'était trop marrant, enfin bref. Genre Elena aussi, je suis chaud à t'inviter je suis tout chaud à vous inviter sur le podcast, ma famille. Épisode très familial. Hein. Bref, du coup, Elena, elle est venue, et du coup, quand on habitait à Meyrin, on était déjà 5 dans la famille. Et c'est pour ça que mes parents ont eu envie qu'on ait une maison avec plus de place, pour qu'on puisse... je pense qu'ils ont fait un peu le choix pour nous, quelque part. Peut-être pour eux aussi, parce que ils s'épanouissaient aussi dans l'idée d'avoir une famille avec une maison, un jardin, etc. Donc voilà, j'étais à Meyrin, genre, je me bagarrais beaucoup. Une fois, je me suis fait menacer avec des airsoft. Je pensais que c'était des vrais flingues, que j'allais mourir, c'était la fin de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ?
Je me suis... Oh, putain, le nombre de bastons, c'était juste fou. Mais j'étais assez fort hein, pour me bagarrer, je me bagarrais bien. Il y a... Putain, genre une fois j'ai eu la peur de ma vie, genre... Enfin bref, je te raconte pas ça. Enfin, je peux pas raconter ce truc. Je me rends compte qu'il y a d'autres gens qui sont impliqués dans l'affaire. Et genre, je suis pas sûr que je peux balancer. Une fois, on a fait un braquage, voilà, pour dire des choses que je peux dire, c'était pas un braquage. En vrai, on a organisé un vol. On a volé genre des feux d'artifice dans un magasin qui s'appelait PicPay. Donc ça a fait faillite depuis. Genre c'est devenu un Denner ou un truc comme ça. C'est un supermarché du style Lidl, Aldi. C'est ces trucs un peu low cost. Il y en avait un justement dans notre quartier. Et puis avec deux potes, on avait genre vraiment 7-8 ans. On a volé des feux d'artifice en grosse quantité. On a fait plusieurs allers-retours. Et ensuite on s'est séparé le butin. Je suis rentré avec le butin, ma part du butin. Mon père il a cramé le truc. On est allé ensemble rendre le butin. J'ai dû aller rendre le truc à la caissière, expliquer que j'avais volé et tout. Elle était chou, et puis elle était chou. Elle a vraiment fait « Ah, bah c'est bien, parce qu'au moins, il est venu lui-même !» Et mon père, non, c'est moi qui l'ai cramé. Donc vraiment, il m'a même pas laissé... Enfin bref, mon père, il m'avait bien expliqué, je me souviens à cet âge-là, que c'était ouf, c'est fou qu'il m'ait dit ça. Parce qu'il m'a dit, alors que j'avais pas forcément l'âge pour le comprendre, mais il m'a dit que, vu qu'il était, lui, sud-américain, et il m'avait raconté des histoires aussi comme ça, un peu par la suite... tu vois, les latinos, tu vois, ils ont un peu une mauvaise réputation, tu vois. Enfin, c'est ce qu'il me disait, on a des réputations, certaines personnes nous voient comme des voleurs. Et du coup, quand tu fais un truc comme ça, mais tu confirmes et t'ancres ça dans la tête des gens. Et c'est pour ça que lui, il était très sensible à ça. Et quand on est arrivé à la maison, il m'a juste explosé la gueule. Voilà, pour bien faire dans le cliché. Mais voilà, papa, genre, j'ai pas de problème avec ça. Hein, genre, c'était un bon moment de partage et je m'en souviens encore maintenant. Donc, la preuve, c'est que ça marque. Hein. C'est à peu près tout ce que je peux te raconter. Ouais, mon père, il a fait des trucs de ouf. Hein. Par exemple, quand je me suis fait menotter, je suis rentré à la maison, je dis papa, genre on m'a menotté, on m'a menacé avec des airsoft, ils veulent me tuer. Il m'a dit ok, vas-y, viens, on prend nos vélos. On a pris nos vélos et on a fait le tour de tout le quartier. C'était immense, hein, le quartier. On faisait le tour de tout le quartier pour retrouver les mecs. On a retrouvé les mecs, genre. Enfin bref, mon père, il était vraiment là en mode soutien. Par contre, si je faisais de la merde, il était là en mode annihilation imminente. Voilà, donc fin de cette période amérin. Je me souviens, une fille qui s'appelait Patricia, on était tous amoureux d'elle. Tous les mecs, on avait fait une convention pour dire qu'on était amoureux de Patricia. J'avais des potes aussi, que j'ai revus en plus d'ailleurs par la suite, qu'on a grandi un petit peu. On a fait des tournages vidéo avec David Polachek, c'était un bon pote à moi. Il était super intelligent comme garçon, il faisait des instruments de musique, je le trouvais stylé parce qu'il faisait du solfège et je trouvais ça incompréhensible en fait, le solfège. Ouais, il y avait Massimo et tout, enfin bref, des gars vraiment sympas, en fait, c'était cool. Enfin, il y a des gars aussi moins sympas, mais en vrai, il y avait tout, quoi. Genre, t'es petit, hein, t'es plein d'émotions, t'as tes potes, t'as tes ennemis, t'as des mecs, un jour c'est tes amis, après devient tes ennemis, et puis bref, toutes des petites histoires comme ça. Mais dans tous les cas, c'est une période riche en émotions, et c'était sympa parce que j'avais vraiment Voilà, quand t'habites dans une tour, tu descends 3 étages, t'as un pote, tu sonnes chez ton pote, ensuite tu descends 4 étages de plus, t'as un autre pote, ensuite tu vas juste dans la tour d'à côté, et puis genre 10 minutes plus tard, vous êtes juste à 15 en train de faire un foot en bas dans le quartier, et ça c'est bien chambé. Et voilà, et ensuite on a déménagé à Mille, du coup. Donc déménagement, on a pris toute la famille, donc moi, mes 2 petites sœurs et mes parents, on est tous partis à Mille, donc dans le canton de Vaud. Et cette fois-ci dans une villa, dans une zone résidentielle. Et là, ça a été le choc de culture. Parce que tous mes potes, en fait, quand j'étais à Genève, c'était tous des Portugais, des Italiens, et des Renois, des Arabes, il n'y avait que ça. Et... Enfin non, en vrai, il y avait relativement peu, maintenant que j'y pense, de Renois et d'Arabes. Mais en vrai, ce qui m'a surtout choqué, c'est qu'il n'y en avait pas un seul là où j'ai déménagé juste après. J'étais dans la région de Terre Sainte. Je crois qu'il y avait un Renois pour tout le collège. Et il y avait genre 7 classes de 5e, non, 8 classes de 5e, 8 classes de 6e. Le système scolaire, il a beaucoup évolué depuis, mais en gros, attends, je fais juste le calcul. Il y avait en tout cas genre 16 classes de 5 6e, plus 7, 8, 9, 3 VSB, 3 VSG, 3 VSO, ça fait 9 x 3, 27, 27 plus 16. On arrive sur du 43, si je me trompe pas. Ouais, 43. Donc sur 43 classes de 20-25 élèves, il y avait un noir. Voilà, genre le genre d'ambiance. Zone résidentielle, une classe sociale, disons, un peu plus aisée. Et je te raconterai la suite dans le prochain épisode. Donc comme d'habitude, merci d'avoir écouté. Hein, j'espère que ta chambre elle est bien rangée, que tu as apprécié un peu mes petites histoires, même si c'est parti un peu dans tous les sens. Pense à, je sais pas si tu peux noter cet épisode, genre je sais pas si c'est notable selon la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, mais pense à noter, à mettre plein d'étoiles, à me suivre sur Insta, sur YouTube, et puis on se retrouve au prochain. Allez, ciao!